Gamebakers, c'est un petit studio indépendant créé en 2011 par Audrey, mon associé, et moi. Et j'aime bien dire que je fais de la production exécutive. Là. Sur Duel, en l'occurrence, je fais l'histoire et je travaille sur l'univers avec Emric, les personnages, et je fais l'histoire. Je m'occupe aussi de toute la partie qui est facile à externaliser, puisque comme je suis souvent au bout du monde, moi-même, je suis pas toujours avec Emric, je suis en Suède ou à Paris ou ailleurs. Donc tout ce qui est la com, tout ce qui est la localisation, par exemple la recherche de musiciens, la recherche de talents. Donc une phrase un peu longue comme ça, du genre... là il disparaît quand t'arrives ici. Ouais, moi je trouverais ça mieux. Ah ouais. Ils se sont merdés. Ah mais en fait c'est la préquelle quoi. C'est la préquelle. Ils se sont merdés et elle arrivait bien avant toi. Et en fait, eux c'était la race des gentils. C'est qu'elle était là tout le temps. Le premier truc c'est d'avoir un pitch fort, un pitch qui soit suffisamment clair, compréhensible et qui éveille quelque chose chez les gens. Donc quand on dit c'est un jeu que de boss fight, tu affrontes des boss du début à la fin, c'est suffisamment fort et simple pour que les gens aient des idées. Quand on leur dit ça, ils se représentent quelque chose. Ils se représentent pas forcément la même chose que moi, mais ils se représentent quelque chose. Ensuite, grâce à ce pitch, ça va permettre d'affiner la vision. Et en général, si au début du projet, la vision, qu'est-ce qu'on va faire, vers quoi on tend, c'est clair pour moi et pour les clips, tout se passe bien. Du gameplay unique, une DA unique, un traitement sonore unique, une histoire unique et différent et qui va être mémorable. Ça nous sert d'être différent par rapport à la tonne de jeux qui sortent tous les gens. On a une petite équipe, on va faire des boss fights, mais on va les faire super bien. On va les faire largement aussi bien que les meilleurs du monde. Et voilà. Par contre, les meilleurs du monde, ils vont peut-être avoir des plus grosses équipes, des plus gros budgets et faire plein d'autres choses à côté. Nous, on va pas le faire. Comme ça, on est sûr d'arriver à faire ce sur quoi on est parti, sur quoi on s'est engagé. De toute façon, si tu fais ça, on aura plutôt le plan. On va arriver tout de suite au passage. C'est le panneau qui tourne plus. Non, mais j'en vois pas. Ça tourne plus là. Ouais, c'est parce que t'as passé sur le trigger. Du coup, ça... Ah oui, ça a déclenché. Ouais, ça a ouvert la porte. Et là, tu peux revenir en arrière encore. Donc en résumé, tu changes rien, sauf au début, tu mets un peu plus. C'est-à-dire que là, il se trouve qu'on a un programmeur qui sait très bien faire les contrôles, un animateur qui sait très bien faire l'animation du jeu de combat énergique japonisant, un designer qui sait très bien designer les combats et l'équilibrage des boss. Donc ça, c'est un espèce d'écosystème favorable pour faire ce genre de jeu. Voilà, à chaque fois, on va essayer de réfléchir à ce qu'il y ait une espèce d'harmonie entre nos forces et le jeu qu'on fait. Et si on n'a pas les forces dans l'équipe, on ira les chercher. Gamebakers, en fait, on a monté avec Emric dès le début en se disant qu'on aurait toujours énormément de liberté par rapport avec qui on travaille et par rapport à l'endroit où on travaille. On voulait absolument pas se limiter et se dire allez, on va pas pouvoir travailler avec Nam parce qu'il est à Montréal et que toi tu es à Montpellier, Emric, et Audrey elle est en Suède. Donc ça a toujours fait partie de l'esprit Gamebakers, c'est-à-dire de dire on a envie de travailler avec quelqu'un, peu importe, on va le chercher, on va travailler à distance, on va s'organiser. Tu vois, ça nous a permis de monter Gamebakers et à chaque fois d'aller chercher vraiment les gens avec qui on veut bosser, qui ont envie de bosser avec nous sans se soucier d'être tous au même endroit, dans un grand bureau, etc. Alors ça a des forces, cette force-là, de pouvoir choisir avec qui on veut bosser, avoir beaucoup de liberté. Puis parfois ça a des faiblesses et c'est difficile de s'organiser, il faut vraiment bien communiquer, il faut avoir des briefs super clairs, Emric il est constamment à gérer toute l'équipe, être disponible, on est tous sur Skype. Donc oui, je te disais, je fais des vidéos pour présenter le niveau à des gens qui
ils sont pas forcément au courant de la globalité, parce que c'est moi qui ai un petit peu la vision du produit fini. Donc par exemple, il va y avoir quelqu'un qui va être sur la musique ou sur le storyboard et qui n'est pas forcément en train de faire le gameplay, mais qui ne sait pas comment le niveau va se dérouler. Donc ce que je fais, c'est que je fais un petit montage vidéo à partir de ce que j'ai. Donc là, c'est un montage assez avancé parce que j'ai déjà du matériel, mais par exemple, il y a un endroit où les murs sont censés tourner. Et ben, je montre un petit schéma avec les murs qui tournent. Dire voilà, ici ça tourne, quand on arrive, la porte s'ouvre. Ensuite, on change de caméra pour passer de l'autre côté, etc. Donc ça me permet d'expliquer ça de façon visuelle et immédiate à quelqu'un qui n'est pas dans la même pièce que moi et avec qui je vais pourtant devoir travailler. Des fois, c'est beaucoup moins avancé. Là, c'était très avancé. Là, on n'a pas l'introduction en cutscene, alors on a une petite animatique. À d'autres endroits, on n'a carrément pas le niveau, mais je le fais quand même à un niveau très très peu avancé. On met un screenshot, un concept art de ce qu'on a fait, un bloc mesh tout moche pour dire voilà la structure, voilà l'échelle, voilà la taille. Et donc avec je mets mes petits commentaires et ça permet aux gens de comprendre alors qu'ils débarquent complètement sur le projet et qu'ils vont devoir faire le storyboard de l'introduction ou alors travailler sur la musique ou travailler sur l'environnement par exemple. Un peu le bordel avec une couleur principale. Ouais, voilà, tu vois, avec le Amplify là, Ouais, voilà. Ouais. Je pense que c'est bien d'avoir comme ça une version assez finalement neutre, quoi, avec des couleurs franches. Et après, c'est plus facile de les casser. Les objectifs d'un WordCamp, c'est que comme on est tous à travers le monde, au bout d'un moment, c'est important aussi que les gens se connaissent, qu'ils se soient vus. Tu vois, par exemple, il y a notre combat designer, Benjamin, et moi, on ne s'est jamais rencontrés. C'est en fait quand il est à Montpellier, moi j'y suis pas, et quand je suis à Montpellier, il y est pas. En fait, je pense qu'on est peut-être la même personne, et tu vois qu'on peut pas être au même endroit en même temps. Il y a un truc comme ça. Pourtant, je pense qu'on est diamétralement opposés, mais bon, une théorie comme ça, un truc. Donc voilà, il faut quand même rencontrer les gens avec qui tu travailles, surtout qu'on a quand même une core team à GameCard. On change pas tout complètement à chaque fois. Tu vois, on a toujours le même directeur technique et ingénieur gameplay, Nam, depuis le début. On a Greg qui est toujours là aussi avec nous. On a Chris, notre animateur, qui est toujours là avec nous. On a des gens comme ça qui font partie de la core team qui vont rester et ils ont besoin de se connaître, ils ont besoin de se parler face à face. L'autre avantage de faire un WordCamp, c'est que tu mets tout le monde au même endroit. Et parfois, ça facilite vraiment la naissance des idées, la communication. Donc, c'est très approprié pour les conceptions, quand il faut être créatif, quand il faut pouvoir lancer des idées, tu vois. Et c'est aussi approprié pour les moments de crunch où il faut que tout le monde fasse allez, je tombe. Ah oui, qu'est-ce que je vais faire là? On peut se parler comme ça, en face à face, ça va 2 fois plus vite. Plus humide, plus ouais, t'as envie d'y vivre quoi. Ouais. Que l'extérieur t'as pas envie, c'est désertique. Bah c'est le village des Gaulois, t'as envie d'y vivre là. Là t'as envie. Non mais c'est sûr que la grosse différence aussi c'est que c'est pas du tout unifié à droite, alors que ça l'est beaucoup plus à gauche. Ouais, à gauche je pense que même les textures de base vont pas bouger et c'est juste Amplify Color qui va te faire le travail. Ouais voilà, tu vois là les différences entre ces différents trucs c'est uniquement le truc d'Amplify Color, mais effectivement il n'y a pas la vue de nuit qui est assez ouf. Fade out tout simple. Franchement, parce qu'en fait, je peux pas faire un fade out, effet de fade out avec un autre objet quoi. C'est sûr. Au moment où c'est fini, je peux pas spawner un autre truc. J'avais oublié le côté particule du truc. Ouais, voilà, tout est géré par les particules. Donc ils peuvent ça peut être géré par programmation, mais ça fait. Faut accéder aux components particules. Mais en même temps, c'est super chouette aussi de faire un jeu. Enfin, tu vois, on est tellement heureux de faire un jeu console PC comme Fury parce que on faisait des jeux mobiles et c'était génial. Et on a vraiment adoré faire les squids et les combo pro et tout ça. Mais là, on fait un jeu sur console, sur PC, et c'est là où on joue en ce moment. Toute l'équipe joue en ce moment, et c'est là où on passe notre temps, et c'est là où on a envie d'être. Et c'est vraiment intéressant parce que ça nous permet aussi de pousser la barre plus haut, quoi. C'est pas, moi, j'essaie d'éviter le consensus dans un processus de création. Le consensus, c'est-à-dire essayer de satisfaire tout le monde dans l'équipe, essayer de satisfaire tous les joueurs. C'est pas du tout mon style. Je pense qu'au contraire, ça amène à des produits qui sont mous. Je fais toujours l'analogie avec la peinture. Si tu mélanges du jaune, du vert, du bleu, du rouge, au final, on a du marron, du gris, on a quelque chose qui plaît à personne. Et quand on évite le consensus, on est beaucoup plus capable de plaire, pas forcément à tout le monde, mais de plaire à une partie des gens. Et c'est pour ça qu'on n'est pas vraiment dans le design où toute l'équipe a le droit de
prendre des décisions, où chacun est responsable, chacun est porté énormément, mais il y a une espèce de filtrage, ouais. Donc ça se fait, il y a une espèce de hiérarchie, évidemment, si c'est moi qui suis le directeur créatif, ça va être moi qui vais choisir. Mais j'ai toujours admiré ça dans les jeux que j'aime. En général, quand je creuse un peu, on voit qu'il y a un directeur créatif un peu despotique, un peu dictateur en haut de la pyramide, et que ce soit c'est pareil pour les films. Si tu regardes les making of de Blade Runner, ou les trucs où les mecs pouvaient plus s'acquérir de Ridley Scott, etc. Je sais pas du tout ce que j'ambitionne, je suis très content, j'espère que l'équipe m'aime bien, mais il y a une valeur ajoutée à prendre des décisions fortes et à dire, voilà, on a mis le cap ici, le bateau il va vers cette île, il y a une autre île à côté, j'ai bien entendu, très bien, t'as peut-être raison de vouloir aller là-bas, mais ça fait 2 mois qu'on va dans cette direction, qu'on change pas de cap maintenant, et il y a plein de façons de faire des jeux. C'est pas pour dire qu'il y a une bonne façon ou une mauvaise façon, que l'idée d'un tel est mauvaise, mais avoir une cohérence et un focus très fort, pour moi ça crée des choses inoubliables, alors que plaire à tout le monde, c'est pas la clé du succès. T'as vu les gars? Tu les amènes dans une villa, piscine, billard et tout ça, et ensuite on te dit les patates sont trop cuites et il n'y a pas assez d'orangina quoi. Pas assez cuites.